Hi everyone, and thanks for joining us. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Catherine Beach, je suis la responsable nationale des femmes dans le commerce à EDC. Je serai l'organisatrice du webinaire d'aujourd'hui qui portera sur l'élaboration de stratégies pour vous aider à faire croître votre entreprise à l'international. Je m'exprime depuis Ottawa, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe, avec lequel nous partageons ce territoire. Où que vous soyez sur l'île de la Tortue, prenez le temps de reconnaître la présence des premiers peuples du Canada qui étaient là bien avant nous et qui ont tous une culture, des langues et des traditions uniques. Ces communautés sont toujours présentes et sont très en lien avec la terre et le territoire que nous connaissons. D'après mon expérience, les femmes entrepreneurs se répartissent en deux groupes principaux. Celles qui commencent par vendre au Canada et qui finissent par élargir leurs activités et celles qui commencent à vendre à l'international dès le départ. Quel que soit votre cas de figure, vous êtes au bon endroit pour découvrir les avantages d'une croissance stratégique sur les marchés à l'extérieur du Canada. Le webinaire d'aujourd'hui se penchera sur le comment, ou plus précisément, comment établir les bons liens, car c'est l'un des aspects les plus importants pour permettre à votre entreprise d'atteindre ses objectifs de croissance. Pour ce faire, j'aimerais vous mettre en relation avec trois experts remarquables. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter Deborah Boise, qui travaille pour le service des délégués commerciaux, ou SDC en abrégé. Si vous ne connaissez pas encore le service des délégués commerciaux, vous devez absolument entrer en contact avec celui-ci. Son seul et unique objectif est d'aider les entreprises canadiennes à faire affaire sur les marchés internationaux. Encore mieux, ces services sont gratuits. Ils organisent des missions commerciales, gèrent le programme de financement CanExport, dont vous devez absolument prendre connaissance, et ont un programme consacré aux femmes d'affaires dans le monde du commerce international. Deborah, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous voir. Je suis ravi d'être ici avec vous, Catherine. Ensuite, nous allons entendre Cassandra Dorrington. Elle est PDG et chef de la direction du Conseil canadien des fournisseurs autochtones et issus des minorités. Il s'agit d'un organisme incroyable dont la mission est d'aider les entreprises autochtones et issues de groupes minoritaires à se développer, tant au Canada qu'à l'international. Il s'agit d'un organisme de certification pour les fournisseurs issus de la diversité, et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, restez à l'écoute. S'il y a une chose à retenir de ce webinaire, c'est bien cela. Bienvenue dans notre webinaire, Cassandra. Je suis ravi que vous soyez avec nous. C'est un plaisir pour moi aussi. Nous avons ensuite Angel Co, cofondatrice de Lulu Lollipop. S'il y a un bébé dans votre famille ou dans votre quartier, il y a de fortes chances que vous reconnaissiez le nom de cette marque, de célèbres jouets, de dentition, des vêtements pour bébés et tous les articles essentiels pour les bébés. Il s'agit sans aucun doute d'une entreprise à surveiller car elle élargit ses activités au Canada et aux États-Unis. Merci Angel d'être avec nous. J'ai vraiment hâte de faire partie de ce groupe, Catherine. Merci d'avoir pensé à nous. Je pense que vous aurez beaucoup de questions à poser à nos expertes et c'est ce qui est extraordinaire avec ce type de webinaire interactif. Alors ne vous gênez pas pour envoyer vos questions à tout moment. Nous avons réservé les 15 dernières minutes du programme pour une période de questions-réponses. Nous avons aussi élaboré un document contenant des outils que vous pouvez télécharger depuis la console du webinaire. Elle contient de nombreux liens vers des ressources dont nos experts parleront et bien d'autres encore. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le réseautage avec les organisations commerciales, la certification et la mise en relation avec des acheteurs internationaux, n'hésitez pas à le consulter. Cela étant dit, allons-y. Je pense qu'il serait utile de poser quelques jalons sur les différents types de stratégies d'entrée sur le marché utilisées pour vendre à des acheteurs internationaux. Le premier moyen est assez évident, il s'agit de vendre directement aux consommateurs par le biais du commerce électronique. En toute honnêteté, c'est un sujet énorme en soi et nous ne l'aborderons pas aujourd'hui. Nous allons plutôt nous concentrer sur la vente d'entreprise à entreprise, ce qui permet vraiment de pénétrer de nouveaux marchés à l'international. Je me contenterai pour le moment de les mentionner. Si vous souhaitez en savoir davantage, nous avons fourni un lien vers un article dans le document de référence que j'ai mentionné précédemment. Un des moyens les plus simples et les plus rentables de trouver des acheteurs sur un nouveau marché est de faire appel à un distributeur ou à un agent. Bien qu'ils soient souvent confondus, leurs rôles sont bien différents. Un distributeur achète votre produit, puis le revend à ses propres clients, moyennant une marge. Les agents sont quelque peu semblables, en ce sens qu'ils font de la publicité pour votre produit, mais plutôt que d'acheter des stocks, ils vendent votre produit en votre nom en percevant une commission sur ces ventes. Bien sûr, il s'agit d'une explication simpliste, mais cela vous donne une idée de la principale différence entre les deux. Que vous choisissiez de faire appel à un distributeur ou à un agent, l'un ou l'autre peut vous aider à vous implanter sur un nouveau marché. Pensez à cela. Ils connaissent déjà le pays,
dans lequel vous voulez vendre, les acheteurs, la culture, les lois, les organismes gouvernementaux et tout ce qui est propre à ce marché. Imaginez le temps qu'il vous faudrait pour comprendre tous ces obstacles possibles et trouver des moyens de les surmonter. Il n'est donc pas surprenant que ces deux méthodes de pénétration de marché soient les premières et les plus utilisées par les nouveaux exportateurs, ou même par les exportateurs chevronnés qui testent de nouveaux marchés. Une autre façon de pénétrer un nouveau marché est d'acheter ou de fusionner avec une entreprise locale existante. Vous pouvez également construire votre propre usine de production en partant de zéro sur un marché stratégique. Évidemment, cette voie est exponentiellement plus coûteuse et prend beaucoup plus de temps à réaliser. L'ouverture de votre propre bureau de vente ou de marketing est un exemple valable. C'est moins cher que l'exemple précédent, mais cela demeure coûteux et prend du temps. Enfin, vous pouvez former une alliance stratégique avec une autre entreprise qui est déjà sur le marché. C'est un peu comme le meilleur des deux mondes si ça marche. Si la relation se dégrade, il peut être difficile d'en sortir par contre. Voilà donc un aperçu très rapide de quelques-unes des façons d'assurer une présence solide sur un marché international. Maintenant, il est temps de faire participer nos expertes. Deborah, commençons par vous. Je viens d'évoquer le recours aux agents et aux distributeurs comme moyen de pénétrer de nouveaux marchés. Pouvez-vous nous donner quelques conseils sur la manière de trouver les bons agents et distributeurs pour votre entreprise? Merci, Catherine. Je tiens tout d'abord à reconnaître que je m'exprime depuis le territoire du traité numéro 1, le territoire traditionnel des Anishinaabe, des Cris, des Ojibwe, des Dakota et des Dene, qui est aussi le territoire de la nation métisse. Il y a différentes façons de se mettre à la recherche d'un agent ou de distributeur dans un marché cible. Alors, vous pouvez en trouver en participant à des foires commerciales, il y a des missions commerciales. Vous pouvez aussi chercher à obtenir des recommandations d'associations industrielles, de chambres de commerce ou entreprendre des recherches en se servant des listes de membres de ces organismes qui sont souvent disponibles en ligne gratuitement. Les médias sociaux aussi, comme LinkedIn, peuvent vous donner d'autres solutions. Vous pouvez aussi demander à vos clients potentiels ou à des marques complémentaires de qui ils se servent dans ce pays. Et bien sûr, on garde le meilleur pour la fin. Il s'agit d'un service qui est fourni par EDC. Il s'agit du service des délégués commerciaux qui vous permettra d'obtenir de la rétroaction sur une liste courte de distributeurs et d'agents potentiels que vous aurez peut-être déjà établis. Ensuite, lorsque vous aurez identifié des candidats et que vous aurez commencé à entreprendre des discussions, il y a des questions clés que vous voulez poser, notamment sur la gamme de produits de l'entreprise, ses ventes, son marketing et ses capacités de vente. Je tiens à souligner que c'est un processus qui marche dans les deux sens. Le distributeur décide aussi s'il veut collaborer avec vous, surtout dans un marché concurrentiel qui est parvenu à maturité. Il va vous falloir faire la démonstration des raisons pour lesquelles votre produit est novateur et se distingue. Quelle est votre valeur ajoutée et quels sont les avantages de faire affaire avec vous? Il est important de se rappeler que votre proposition de valeur pour les clients canadiens pourrait ne pas être la même dans un marché étranger et doit peut-être être adaptée. Donc, c'est là qu'il faut adapter ses propos et tenir compte du marché cible. Merci, Deborah. D'excellents conseils, sans doute. Évidemment, il est très important de ne pas se précipiter pour signer un accord avec le premier agent ou distributeur que vous rencontrez. Avez-vous des suggestions ou des mesures qu'on peut prendre pour vérifier les candidats ou les entreprises potentielles? Oui, absolument, ça revient à ce que vous avez dit plus tôt. Il est important de s'assurer d'exercer la diligence raisonnable requise. C'est sûr qu'il faut partir du point de vue que ça va être une entente à long terme. Dans certains pays, il peut être difficile et coûteux de briser un contrat. Lorsque la culture est peu transparente et où la corruption peut être un problème, vous voulez vous assurer que le partenaire potentiel partage vos valeurs d'affaires et votre sens de la morale. Donc, une fois que vous avez identifié un distributeur ou un agent avec lequel vous pensez que vous voulez collaborer, si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, faites une vérification avec les délégués commerciaux de ce marché pour voir s'ils connaissent cette entreprise. Vous devriez aussi envisager d'embaucher un tiers qui pourra effectuer ces enquêtes pour vous et les délégués commerciaux pourront vous orienter vers les fournisseurs de ce type de service. Vous pouvez aussi demander des références à d'autres services que représente cet agent ou ce distributeur, de même qu'à ses clients. Si vous ne l'avez pas déjà fait, et que
vous n'avez entretenu que des discussions virtuelles, c'est le temps de prendre l'avion, d'aller voir cette entreprise et de voir les choses de vos yeux. Si vous n'avez pas parlé de certains aspects essentiels, ce sera le bon moment de poser ces questions sur l'organisation, la couverture géographique, la stratégie de commercialisation, le service après-vente, le portefeuille de marque, etc. Enfin, je recommanderais de faire examiner le contrat par un juriste local. Si votre partenaire potentiel tente de vous dissuader d'avoir recours à un avocat ou à un juriste, c'est probablement un signe que ce n'est pas à envisager. Merci, Deborah. Donc, vous en avez parlé, même si vous trouvez un excellent partenaire, un excellent agent ou distributeur, en tant que propriétaire d'entreprise, vous devez être également présent sur le marché physiquement. Pouvez-vous nous parler de l'importance de cette présence physique sur le marché pour établir des relations à long terme? Bien entendu, en raison de la pandémie, nous nous sommes fortement habitués à faire affaire de façon virtuelle, mais au final, il n'y a rien qui remplace une bonne vieille rencontre en personne. Et si vous voulez être un exportateur qui connaît la réussite, eh bien, vous devrez prendre le temps et l'argent qu'il faudra pour entrer en contact physiquement avec vos partenaires. Vous pouvez présumer que quelques visites initiales seront suffisantes pour faire démarrer vos ventes, etc. Mais dans beaucoup de pays, on s'attend à ce que vous établissiez des relations à long terme avec ces personnes ressources et ces contacts, surtout dans certaines régions de l'Asie, de l'Amérique latine et des Caraïbes. La culture d'affaires est très axée sur les relations interpersonnelles et ces relations sont la clé de la réussite. Gardez à l'esprit que ces visites auront d'autres avantages, par exemple, des voyages réguliers dans votre marché vous aideront à mieux comprendre la culture, de mettre que les tendances qui se dégagent des consommateurs et des concurrents. Ça vous permettra aussi de remarquer des changements importants dans le milieu qui auront des répercussions sur vos affaires. Ça vous donnera aussi l'occasion de d'entrer en contact avec des associations industrielles, des chambres de commerce et d'autres organisations. Vous pourrez trouver des chambres de commerce qui servent à promouvoir les entreprises locales et canadiennes. Il s'agit de chambres de commerce bilatérales. Elles favorisent les liens entre le Canada et d'autres économies. Il s'agit d'excellents organismes auxquels vous pouvez adhérer. Ces organisations vous donneront des renseignements sur le marché, vous permettront d'établir des contacts et cela vous permettra de faire croître votre entreprise à long terme. Alors pour conclure, un plan d'exportation solide repose définitivement sur le fait de voyager dans le pays cible. Merci. Cassandra, j'aimerais vous faire participer à cette discussion. Faire partie d'un réseau est un excellent moyen de développer votre activité, d'entrer en contact avec des acheteurs potentiels, comme Deborah vient de le dire. Nous savons aussi qu'il peut être plus difficile pour les entreprises appartenant à des femmes de faire face à la concurrence internationale et que les obstacles sont encore plus élevés pour celles qui s'identifient également comme une minorité. Pouvez-vous nous en parler et nous expliquer comment le conseil permet de surmonter ces difficultés? J'ai écouté attentivement Deborah et ce que j'ai à dire ressemble à ce qu'elle va dire. Le fait de vouloir percer de nouveaux marchés n'est pas une entreprise pour les faibles. Il faut avoir la capacité financière, il faut avoir l'appui de l'entreprise au Canada avant de se lancer à l'étranger. Il faut bien connaître le marché international. Quelle est votre préparation pour l'exportation? En gros, êtes-vous prête à passer à la prochaine étape? Ce que nous faisons, c'est que nous certifions les entreprises autochtones ou issues de groupes racialisés. Lorsque vous êtes certifié par notre conseil, cela vous permet d'établir des liens et de faire du réseautage. Cela vous prépare à être présent sur les marchés internationaux. Nous avons aussi des liens avec des entreprises à l'international. Il ne suffit pas d'être certifié et d'appeler quelqu'un. Nous jetons les bases de votre travail avant même que vous ayez à quitter le pays. Que vous souhaitiez établir des liens avec un partenaire ou entrer en contact avec un organisme qui vous mettra en relation avec des agents, des distributeurs, nous pouvons vous aider dans le cadre de ce processus. On a parlé des liens
où c'est exactement ce que nous visons, l'établissement de liens, le réseautage, afin de bien établir votre profil pour que celui-ci puisse être bien cerné par des partenaires potentiels. Nous jetons les bases de votre stratégie d'exportation. Merci, Cassandra. Énormément d'étapes importantes que vous venez de mentionner. J'aimerais prendre un peu de recul pour les gens, par exemple, qui ne connaissent pas très bien le service des délégués commerciaux et la façon dont les entreprises dirigées par les femmes peuvent en bénéficier, notamment aux États-Unis. La diversité des fournisseurs est un aspect extrêmement important. Il faut faire preuve de proactivité pour représenter certains groupes qui ne sont pas forcément présents aux tables de négociation habituelles. Ce sont des démarches qui sont particulièrement développées aux États-Unis. En 2004, des sociétés nous ont approchés pour nous demander pourquoi on n'en faisait pas de même au Canada. Maintenant, c'est quelque chose qui est mieux compris. Ce qui permet les femmes de couleur et les femmes autochtones de venir à la table, c'est d'obtenir la certification. Cela leur permet de se trouver plus facilement des partenaires d'affaires par la suite. Il s'agit de partenaires qui cherchent activement à collaborer avec des fournisseurs issus de la diversité. C'est ce que nous faisons parce qu'une entreprise est ouverte, en quelque sorte, dès le départ, ce qui nous permet d'entamer un dialogue et de tisser des liens. Cela n'enlève rien à votre crédibilité, à votre proposition de valeur et l'importance de ces aspects, mais cela vous permet d'avoir des liens sur lesquels vous pouvez compter. Par exemple, si vous avez un millier de numéros de téléphone devant vous, ça vous permet d'en identifier quelques-uns. Ça permet d'identifier des gens au sein des organismes qui vous permettront d'entrer en contact avec des partenaires, des gens qui sont aptes à prendre des décisions et qui vous permettront de prendre votre envol. Merci, Deborah. C'est extrêmement important d'avoir ces liens. Deborah, vous avez mentionné plutôt les missions commerciales. Pouvez-vous nous parler des différents types de missions commerciales auxquelles participe le SDC et peut-être mettre en évidence vos délégations axées sur les femmes? Comment ces missions commerciales peuvent-elles aider à mettre en relation les exportateurs canadiens avec les acheteurs internationaux? Le service des délégués commerciaux organise tout un tas de missions commerciales tout au long de l'année, que ce soit en virtuel, en personne ou de façon hybride. Je vous dirais d'aller voir notre site web pour vous créer un compte gratuit, Mon SDC. Ça vous permettra de demeurer au courant des missions commerciales, des webinaires disponibles. Deuxièmement, entrer en contact avec le bureau régional du service des délégués commerciaux de votre province et parler à un délégué commercial qui sera en mesure de vous donner des conseils et de vous dire quels événements s'en viennent auxquels vous pourriez participer. Comme vous l'avez dit, nous avons un certain nombre de missions commerciales qui sont spécifiquement conçues pour des groupes sous-représentés, des femmes, des autochtones, des membres de la communauté LGBTQ, etc. Il y en a qui sont axés sur certains secteurs, comme par exemple les technologies de l'information et des communications, les technologies propres, ou ciblent par exemple les événements axés sur la diversité des fournisseurs. Des exemples, l'année dernière, notre consulat à Miami recrute annuellement pour la conférence Visons le vert en Floride. Nous avons dirigé une délégation au sommet économique des réserves autochtones à Las Vegas et une mission au Mexique et en Europe qui ont organisé des missions commerciales pour les femmes entrepreneurs dans le domaine des sciences de la vie et des télécommunications. Donc, il y a énormément d'entreprises qui se tournent vers ces missions commerciales. Habituellement, celles-ci livrent des séances d'information commerciale en mettant en lumière les défis du marché et cela permet aussi d'établir des relations d'entreprise à entreprise, ce qui favorise le réseautage entre celles-ci.
Donc, nous offrons aussi certains fonds dans le cadre du programme Cannes Export pour les petites et moyennes entreprises, dans le cadre des missions commerciales axées sur les groupes sous-représentés. Alors, si vous souhaitez obtenir plus de renseignements pour vous prévaloir de ce programme, je vous invite fortement à entrer en contact avec votre bureau régional de délégués commerciaux. Le programme est en pause pour le moment, mais nous avons commencé à accepter de nouvelles demandes pour reprendre nos activités en janvier, des activités qui verront le jour après le 1er avril. Les missions commerciales peuvent être un excellent début pour se lancer sur les marchés internationaux, mais comme Cassandra l'a dit, il est important que les entreprises jettent les bases et fassent leurs devoirs avant toute chose. Vous devez vous assurer d'être prêt à l'exportation, faire vos recherches pour vous assurer que le pays en question vous donne de bons débouchés pour vous et votre entreprise. N'oubliez pas de parfaire votre argument de vente et à bien définir votre proposition de valeur sur ce marché. Il faut être aussi réaliste, c'est important, sur la façon, sur le temps qu'il faut pour percer ce marché. Enfin, je tiens à souligner l'importance, de faire des suivis. Alors que vous fassiez, que vous participiez à une mission commerciale ou que vous vous rendiez en personne sur le marché, il est important de faire les suivis nécessaires avec les contacts que vous avez récemment établis. Merci Deborah, je sais que vous avez mentionné un certain nombre de missions commerciales qui s'en viennent, mais il faut savoir que dans le document qui sera affiché après l'événement, on a un lien vers le service des délégués commerciaux, qui affiche tous ces événements sur son site web. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Angela, j'aimerais avoir votre point de vue. Je crois savoir que vous avez participé à une mission commerciale par le biais du service des délégués commerciaux. Pouvez-vous nous en parler? Où était-ce? Comment vous y êtes-vous préparé? Et quels en ont été les résultats concrets? Merci. J'apprécie énormément que Deborah nous fasse part de tous ces renseignements. Donc, même après avoir suivi le programme, ces renseignements sont utiles. En 2018, nous avons fait une demande pour le programme Cannes Export que nous utilisons pour notre marché européen. Nous nous axons principalement sur la France et l'Allemagne parce que nous avons beaucoup d'importateurs en Europe. Exporter vers l'Europe est très difficile, la fiscalité est différente, la sécurité, la réglementation. Les choses changent d'un pays à l'autre. Il y a aussi l'aspect logistique, des langues, etc., de la propriété intellectuelle, donc tous ces facteurs. En 2018, ça faisait 3 ans que nous nous étions lancés et nous avons décidé de nous lancer en Europe. C'était très coûteux, nous le savions, mais nous avions besoin d'aide. C'est la raison pour laquelle nous sommes tournés vers le programme Cannes Export, un excellent programme pour quiconque s'intéresse à exporter vers ces marchés. Alors, n'hésitez pas à faire une demande. Grâce à ce programme, nous avons été en mesure de faire rembourser 50% de nos coûts. On a été à Nuremberg, Cologne, Paris pour rencontrer nos distributeurs. Donc, cela rend les choses beaucoup plus concrètes que de rencontrer en personne les distributeurs. Cela vous permet de bien comprendre votre marché et à qui vous avez affaire. Les rencontres en personne sont donc essentielles. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu avoir accès à un programme gouvernemental aussi efficace. Et si vous pensez à exporter vos produits dans votre entreprise, eh bien, faites une demande en vertu de ce programme. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à aller parler au service des délégués commerciaux concernant le programme Cannes Export. Bon, je sais que les salons professionnels peuvent être assez mouvementés. Vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne impression. Alors, comme Cassandra et Deborah l'a dit, votre argument de vente est particulièrement important. Alors, moi, j'aimerais entendre le vôtre. Quel serait votre argument de vente si vous aviez 1 minute pour un acheteur potentiel? Lulu Lollipop est une marque canadienne qui offre des produits durables de qualité, notamment des jouets en silicone, des couverts pour les bébés et les enfants âgés de 0 à 6 ans. Nos produits sont élaborés pour durer et en ayant à l'esprit la qualité. Nous respectons les normes de sûreté et environnementales les plus sévères. Nous invitons nos clients à se joindre à nous pour faire de notre monde un meilleur monde pour les générations futures. C'est impressionnant, merci beaucoup. J'ai énormément de questions de suivi qui s'en viennent.
Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en apprendre davantage, eh bien, n'hésitez pas à consulter le site web de Lulu Lollipop. Angel, est-ce que je pourrais vous poser des questions sur certaines choses qu'on ne peut pas trouver sur votre site web? Par exemple, le nombre de pays auxquels vous vendez, le nombre de canaux que vous utilisez, nous donner des détails par rapport à la répartition de vos ventes en gros et de vos ventes en ligne et vos ventes nationales par rapport à vos ventes internationales. Oui, bien sûr. Avant la COVID, nous desservions 37 pays, notamment en Europe. La COVID a changé les choses en raison des perturbations géopolitiques en Europe. Nous nous sommes retirés de l'Europe du groupe. Desservons maintenant principalement les États-Unis, mais nous avons aussi une présence à Taïwan, en Chine, au Japon ainsi qu'en Australie. Des pays bien différents pour ce qui est de la proximité géographique au Canada et aux États-Unis. Nous employons un modèle d'agent de vente dans les provinces et les États qui nous intéressent, et ces agents comprennent bien les différences régionales. Par exemple, il y a des différences énormes entre l'Est, le Centre et l'Ouest au Canada et aux États-Unis. Ainsi, nous avons accès à de la rétroaction sur ce sur quoi nous devons travailler pour mieux vendre notre produit. Mais à l'extérieur du Canada et des États-Unis, nous utilisons un modèle basé sur les distributeurs. Cela nous facilite les choses que d'avoir un seul interlocuteur et ça nous permet de cibler directement nos clients locaux. Si nous n'avions pas ces distributeurs, il serait extrêmement difficile de desservir tous nos clients. À l'international, nous pensons que le fait d'avoir un distributeur est la façon de faire. Ils vous donneront les connaissances du marché, les données dont vous avez besoin pour percer ces marchands. À l'heure actuelle, nous faisons environ 60% de ventes en gros et de distribution et 40% au détail. Nous avons deux sites web, un .ca et un .com, qui desservent l'international et les États-Unis, et .ca, tous les clients au Canada, bien entendu. À l'international, pour ce qui est des ventes à l'international et aux ventes au Canada, je dirais que la répartition est encore de 60% à l'international et 40% au Canada, les États-Unis étant notre marché d'exportation le plus important. Merci beaucoup, Angel. C'est excellent d'entendre tout ça, de voir concrètement quelles sont vos stratégies pour différents marchés. Pourriez-vous nous parler de votre première vente à l'international? C'était dans quel pays? Par quels moyens? Et comment est-ce que ça a affecté votre façon de faire? Notre première vente, nous l'avons fait aux États-Unis en raison de la proximité. À l'époque, on essayait de tout faire en même temps, mais c'était beaucoup. C'est un client qui nous a trouvés par le biais des médias sociaux. Je pense que l'avènement des médias sociaux facilite la découvrabilité des nouvelles entreprises. Même avec les médias sociaux, il est important d'être présent en personne sur votre marché local. Alors, si vous souhaitez élargir vos activités aux États-Unis, il faut aller aux foires commerciales, aux salons professionnels pour aller vendre votre produit en étant présent. La première vente en gros que nous avons fait était aussi aux États-Unis. À l'époque, nous nous servions d'un modèle d'agent. Nous avons participé à de nombreux salons professionnels et foires commerciales, peut-être 4 ou 5 aux États-Unis, et notre agent de vente participait aussi à des foires et des salons locaux auxquels nous ne pouvions pas aller en personne. On allait aux plus importantes. Étant une marque locale et à titre de femme entrepreneur, nous devons faire preuve d'innovation et sortir de notre zone de confort. Lorsque nous avons commencé à exporter vers les États-Unis, on s'est rendu compte qu'on n'était plus juste une marque locale, que nous étions maintenant une marque internationale. Ça a ouvert
tout un tas de perspectives. Les recettes, évidemment, ont suivi. Ça nous a permis aussi ensuite d'embaucher de la main-d'œuvre locale. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Merci Angel et c'est vraiment inspirant de vous écouter. Je suis sûre que ça va aussi interpeller notre public. D'abord, j'aimerais revenir à vous. On a parlé de certaines entreprises qui commencent par vendre au Canada et se tournent vers les États-Unis ou d'autres marchés. Et puis pour d'autres, la vente à l'étranger fait partie de leur stratégie commerciale de base. Et vous avez parlé un petit peu de ça. Pouvez-vous nous parler de cette idée d'être prêt pour l'exportation? Est-ce que c'est une question de taille ou plutôt d'état d'esprit? Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Merci, Catherine. C'est définitivement pas une question de taille, mais d'état d'esprit. Les commentaires d'Angel étaient vraiment très intéressants. D'entendre cette histoire, définitivement, ils ont suivi cette trajectoire. Lorsqu'on parle du fait d'être prêt à l'exportation, il faut tenir compte de plusieurs éléments. Tout d'abord, et encore une fois, c'est un état d'esprit. Êtes-vous prêt d'avoir cet engagement à long terme? En fonction de votre produit ou votre stratégie pour le marché ciblé, vous aurez peut-être des cycles de vente très longs. Par exemple, si vous cherchez des possibilités d'approvisionnement auprès du gouvernement, il faudrait peut-être se rendre plusieurs fois sur le marché. Parfois, ces processus, particulièrement dans les pays développants, peuvent prendre des mois ou voire des années. Ensuite, il faut faire de la recherche pour identifier les marchés ciblés. Il y a plusieurs sources d'informations. En tant que nouvel exportateur, il faudrait mener des recherches sur différentes choses, comme d'où viennent les concurrents. Et comme Angel a dit, il faut vérifier les normes, les certifications, si le Canada a un accord de libre-échange avec ce pays, parce que vous pourriez en bénéficier de différentes manières. Vous devez aussi voir si le vendeur peut utiliser la technologie associée aux produits dans les marchés ciblés, sans enfreindre aux lois sur la propriété intellectuelle. Aussi, si vous devez adapter vos produits ou services pour le marché ciblé, parce qu'il pourrait y avoir des exigences de traduction des documents ou autres qu'il faudrait respecter. Et si vous avez du financement pour la promotion, il sera important d'avoir la capacité de production pour répondre à la demande et aussi la capacité de fournir des services après-vente et du soutien dans le marché ciblé. Par exemple, je pense, comme Angel avait évoqué, d'avoir les employés avec les compétences linguistiques et de soutien pour les clients qui se trouvent dans les différents fuseaux horaires. Peut-être il faudrait examiner différentes stratégies de marketing pour ces pays-là. Aussi, ce qui est important, pouvez-vous expliquer votre avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents et aussi votre proposition de valeur? On a un bon quiz sur notre site pour que vous puissiez vérifier si vous êtes prêt à l'exportation. Si oui, quelles sont les prochaines étapes pour travailler à l'échelle internationale. Donc, je vous encourage à vous rendre sur le site et donc participer au quiz pour connaître votre situation. Cassandra, j'aimerais avoir vos idées là-dessus en ce qui concerne la préparation à l'exportation. Moi, je suis d'accord avec ce que Deborah a dit. En fait, il faut voir si vous, en tant que propriétaire d'entreprise, est-ce que vous êtes clair et par rapport à votre produit ou service? Quelle est votre stratégie mondiale de croissance? Par le passé, les gens, ils ont passé beaucoup de temps parce que ça coûtait beaucoup et donc ils ont pris leur temps. Mais ce que nous avons découvert avec la pandémie, c'est plus facile de traverser les frontières. Donc, les gens, ils vont faire ça. Récemment, on a pris un groupe en Louisiana pour une mission commerciale. Il y avait plusieurs personnes qui nous ont dit oui, on veut participer. Mais quand on a eu ces conversations distinctes, il fallait voir si on a un plan d'action, quelle était la recherche qui a été menée. Connaissez-vous les difficultés de faire en Louisiana? Savez-vous qu'ils ont des lois françaises et non pas américaines dans cette région? Et aussi, est-ce que vous avez protégé la propriété à l'international? On aimerait que vous pensiez à tout cela. D'autre part, comme vous avez entendu Deborah et Angel dire, il s'agit d'établir des relations. Lorsqu'on s'y rend, vous
vous êtes en train d'établir une relation. Dans le cas, si vous êtes certifié, on peut vous mettre en contact avec un conseiller dans cette région géographique aux États-Unis ou si c'est un autre pays avec lequel on travaille. Et donc, par le conseil, vous pouvez connaître l'entreprise et un partenaire avec lequel vous voudriez travailler. Vous commencez à établir votre réputation auprès de l'organisation avec laquelle vous aimeriez travailler. Donc, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Prenez le temps, établissez vos relations et vos ressources et ainsi vous serez prêt. Vous pouvez conclure un temps, mais est-ce que vous êtes prêt à respecter? Quelle est l'infrastructure nécessaire? Il y a du travail, mais il s'agit d'un état d'esprit. Et ensuite, il y a des choses physiques qu'il faut faire pour vous préparer. Merci, Cassandra. C'est un excellent lien entre ces préparations et les partenaires qui pourraient vous aider. Angel, j'aimerais revenir à vous. Vous avez parlé de différents marchés auxquels vous vendez ou envisagez de vendre, mais parlez des stratégies d'entrée différentes selon les marchés. Et pouvez-vous les décrire un petit peu? Oui, absolument. Merci, Catherine. Oui, les États-Unis est un de nos marchés les plus importants. C'est évidemment, ils ont 10 fois la population et ils sont juste à côté. Donc, c'est plus facile pour une marque canadienne d'exporter ses produits sur le marché américain. Cela représente 55% de nos exportations. Et le deuxième plus important est la Chine. C'est le deuxième marché avec lequel on travaille. Mais en raison de la situation de COVID, nous n'avons pas pu visiter et participer aux missions commerciales en Chine. On espère que ça va être plus ouvert bientôt. C'est important d'établir ces relations comme Cassandra et Deborah ont mentionné. Vous n'avez pas à avoir une réponse positive tout de suite. Il faut établir une relation pour que les gens vous connaissent et ensuite renforcer cette confiance. C'est là que vous aurez le contrat. Tel que mentionné tout à l'heure, avec cette stratégie d'entrée en marché aux États-Unis, nous avons les agents parce que c'est plus proche d'ici, plus facile à gérer. Mais là, on doit servir tous les détaillants, donc offrir le soutien à la clientèle. On fait toute la facturation à l'interne. Avec la Chine et l'Europe, nous avons notre modèle. C'est eux qui vont élargir notre présence sur le marché et ils sont responsables de la collecte de tous les paiements. Tout ce que nous devons faire, c'est nous assurer que nous avons une bonne relation avec le distributeur. Et ça, c'était parmi les choses les plus importantes. Il faut bien connaître son distributeur. Il faut aligner nos valeurs propositions de valeur plutôt. Est-ce que vous êtes la marque pour eux? Vous êtes peut-être une marque parmi des centaines, peu importe le produit qui est sur les achats. Il faut travailler avec le distributeur qui comprend réellement qui vous êtes et qui veulent investir dans votre présence pour qu'on travaille ensemble pour créer cette présence de la marque sur le marché. Merci, excellent conseil. Je suis curieuse de savoir, avez-vous participé à des programmes ce qui vous a aidé dans votre expansion? Et maintenant, avec la croissance, vous avez peut-être d'autres difficultés. Oui, absolument. Un des programmes qu'on utilise, c'est CanExport, que je recommande vivement. Si vous êtes sérieux à propos de ça, c'est TAP, c'est un seul accélérateur, c'est le programme de l'accélérateur. Et il est reconnu par DC, BDC et la Chambre de commerce et des entreprises privées de gouvernement. Ce programme d'accélérateur est vraiment bénéfique. Il vous outille avec les connaissances nécessaires pour parfaire votre argumentaire, comme Debra l'avait évoqué, comprendre le marché local, avoir les bons contacts et savoir où chercher vos ressources. Lorsque nous avons participé au programme, on exportait déjà aux États-Unis à l'époque et j'aurais aimé, j'aurais préféré qu'on participe au programme avant d'exporter aux États-Unis parce qu'il y a une courbe d'apprentissage.
Les États-Unis sont similaires au Canada, mais culturellement différents. Alors, si vous êtes sérieux à propos de l'exportation, je vous recommande ce programme. Et maintenant, après avoir fini le programme, il y a d'autres ressources que nous avons tous très utiles. Donc, les services des délégués commerciaux. On a fait qu'un expo pour l'Europe et donc, c'est ça qu'on a fait en Chine et nous avons contacté les délégués commerciaux en Chine. Ils ont vraiment pu nous aider à nous mettre sur l'estrade. Ils voulaient promouvoir les compagnies canadiennes. Je me rappelle, je me rappelle plus de son nom, mais elle a invité des personnes importantes, KOL, à notre kiosque. Elle est vraiment une influenceur d'importance. Ils sont en mesure de vous mettre en contact avec les distributeurs, avec les gens avec lesquels vous voulez parler. C'est incroyable. Lorsque vous percez un nouveau marché, c'est très difficile de s'y retrouver, mais d'avoir quelqu'un de local, de confiance, qui peut vous mettre en contact avec ces ressources, c'est vraiment génial. Et on a d'autres organisations gouvernementales qu'on recommande, comme la BDC. Ils ont un excellent service, c'est le financement, service de conseil. Donc, EDC, BDC, voilà. Absolument, merci. Et on dit souvent que dans la famille fédérale qui appuie les entreprises canadiennes, donc le service des délégués commerciaux, EDC, BDC. Je sais que vous avez récemment obtenu la certification d'entreprise détenue par des femmes grâce à WeConnect International. Félicitations. Il s'agit évidemment d'un début, mais pourquoi avez-vous obtenu cette certification? Quels avantages espérez-vous tirer de cette certification? Oui, en effet, nous sommes une entreprise certifiée comme entreprise détenue par femmes. Cela nous permet de créer un marché plus équitable et créer des débouchés dans le secteur privé et gouvernemental. Ils ont les relations. Donc, en tant que cette entreprise dirigée par une femme, de pouvoir distinguer notre entreprise, c'est vraiment bien. La certification peut définitivement aider les clients potentiels à voir notre marque et la distinguer des autres qui ne le sont pas, et aussi à décrocher des contrats. La certification elle-même, comme Sandra a mentionné, est très bien connue aux États-Unis. Alors, si vous êtes sérieux à propos de l'exportation aux États-Unis, vous avez une entreprise, vous êtes une femme, postulez. Il y a beaucoup de débouchés. Il y a beaucoup d'organisations privées et gouvernementales qui ont l'engagement d'améliorer la diversité, égaliser le terrain pour ces femmes entrepreneurs. Donc, d'avoir ce logo est très important. Ça peut mettre votre entreprise dans la catégorie des possibilités. Cassandra, maintenant, j'aimerais vous demander, avez-vous des études de cas rapides ou la façon dont CMSC a aidé une entreprise appartenant à une minorité féminine à entrer en contact avec un acheteur international? Bon, vous avez entendu Angel parler de la certification. Ça, c'est un outil d'accès au marché. Cela vous ouvre une porte. Nous avons pris des femmes qui voulaient faire des affaires en Australie, certifiées au Canada et les mettre en contact avec nos partenaires en Australie. Et l'Australie a des liens avec le corporatif. Nous, on a les fournisseurs. Ils ont pu rencontrer des partenaires locaux dans le pays. Ils ont créé une entreprise ensemble. Ils ont pu ensuite travailler sur le marché australien. Donc, nous avons fait la même chose avec une femme entrepreneur qui fait des vêtements et venir aux États-Unis qui avait besoin d'un partenaire. Donc, ils sont fournisseurs pour une compagnie auto. Mais ce que cette certification fait, c'est créer un réseau de corporations qui cherchent des fournisseurs diversifiés. Alors, il y a un accès plus facile. La proposition de valeur est toujours la même. Alors, on veut faire en sorte qu'on a tous les outils, mais cela ouvre une porte à tant d'autres possibilités. Nous avons des contacts. J'adore le fait que Angel est avec WeConnect International, via NSMDC. Donc,
sont des conseils régionaux dans 23 régions aux États-Unis. Aussi, Supply Nation Australia, Afrique du Sud, Royaume-Uni, la Chine et la Nouvelle-Zélande vient de se joindre. Alors, si vous cherchez à travailler ou vous certifier à l'international, c'est l'outil d'accès au marché international. Merci, Cassandra. J'aime la simplicité, donc plus diversité égale marché équitable. Dernière question. D'après votre expérience, qu'est-ce que les entreprises attendent d'un fournisseur potentiel? Précisez leurs attentes à l'avance et comment le fournisseur peut-il obtenir de l'information préalable afin d'adapter son offre? C'est intéressant parce que les corporations veulent que les entreprises réussissent, mais il y a des opportunités, ils vont les afficher sur leur portail, leur site. On conseille qu'ils puissent les avoir. J'aimerais que les fournisseurs pensent à ceci. Vous ne planifiez pas pour maintenant, mais pour l'avenir. Donc, il faut vérifier les états financiers, vos rapports. Qu'est-ce qu'ils prévoient faire au cours des 3 ou 5 prochaines années? Parce qu'ils vont vous dire ce qu'ils recherchent. C'est très clair à ce moment-là. Si vous cherchez à identifier ce que fait notre produit ou service, la durabilité environnementale est très importante et la gouvernance, c'est énorme. Alors, si les fournisseurs américains ont un produit qui s'aligne à cela, c'est important de l'identifier. Et aussi, nous sommes un stade où l'innovation est très importante et présente. Parfois, les fournisseurs ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Donc là, vous pouvez leur expliquer, moi, j'ai un produit qui correspond bien à cela. Donc, ils sont ouverts à avoir ce dialogue parce qu'ils savent que le marché change si rapidement et donc, ils cherchent ce qui est le produit durable et qui correspond à une valeur et qui me permet de livrer à mes fournisseurs. Donc, il faut être clair. Il faut penser à ce que vous avez lu dans les rapports, penser donc à la durabilité, à l'environnement, l'innovation. C'est énorme. Si vous avez ça à contribuer, vous allez réussir. Merci, Cassandra. C'est super. Donc, ça, c'est la fin des questions qu'on avait pour les panélistes. Je vois qu'il y a des questions qui proviennent de vous. Je vais prendre juste un instant pour regarder et commencer à les poser aux panélistes. La première que je vais poser, là, celle-ci, pour vous, Angel. Donc, il y a une question, au début de votre entreprise, est-ce que vous avez des problèmes de capacité de production? Avez-vous des conseils par rapport aux solutions pour des entreprises qui éprouvent ce genre de difficultés? Ça, c'est intéressant. Je ne suis pas certaine si vous avez lu notre proposition. Fernand et moi, nous avons commencé notre entreprise il y a 7 ans. C'était la couture. Nous avons tout fait nous-mêmes. On a utilisé des petites billes et on a vendu sur Etsy. 2 ans plus tard, c'était trop. On avait des enfants. Il y avait d'autres choses dans la vie qu'il fallait faire et on n'a pas pu le faire nous-mêmes physiquement. Donc, heureusement, nous avons pu retourner à notre usine qui donne les matériaux bruts et on a demandé de l'aide. Ils ont cette division où ils peuvent donc faire ces produits selon notre design. La transition n'était pas trop difficile. On a une bonne relation avec l'usine. C'est important d'avoir cela dès le début. Ils comprennent nos défis, donc on peut travailler ensemble et améliorer cette capacité et augmenter donc la production. Merci, Angel. Je vois une question qui a reçue par rapport à la différence entre les entités de certification. Il y a si WeConnect International, il y en a d'autres. Dans le document de ressources, vous allez voir la liste. On ne va pas les passer en revue tout ça, mais vous pouvez vérifier pour les entreprises canadiennes. Il y a une question. Pourquoi je ne sais pas si c'est pour vous, Deborah ou Cassandra. Si vous voulez expliquer les différents coûts associés, peut-être Angel, vous avez parlé de cela. Angel, est-ce que vous êtes à l'aise de donner le coup d'envoi sur ce sujet? Oui, je pourrais commencer. Et Deborah et Cassandra ont sûrement des informations. Avec l'agent, on paye une commission.
Donc, en fonction de la catégorie, vous allez payer une commission sur les ventes. Ils n'ont pas d'inventaire, ils vont juste être payés lorsqu'ils vendent un produit qui est dans leur magasin. Avec le distributeur, la marge de profit n'est pas aussi importante. Ils distribuent en vente au gros aux autres magasins. Donc, on doit leur donner un rabais supplémentaire. Avec le distributeur, c'est selon le volume plutôt que de regarder le montant en dollars. Oui, définitivement, Deborah, Cassandra, avez quoi que ce soit à ajouter? Bon, j'ai d'autres questions pour Deborah et le service des délégués commerciaux. Donc, premièrement, on a contacté les délégués dans les différents pays dans les ambassades canadiennes. Quelle est la meilleure façon de connecter connecter les représentants internationaux? Alors, tout d'abord, il faut commencer avec les provinces. On a des délégués commerciaux qui couvrent différents secteurs depuis très longtemps. Ils sont vraiment le premier point de contact, point d'entrée au réseau. Il faut avoir son plan d'exportation prêt. Il faut cibler les bons marchés. Et c'est vraiment un meilleur point de départ que de les contacter directement, les délégués commerciaux dans ces pays spécifiques. Je dirais que vous pouvez aller sur le site web gc.ca. Vous pouvez chercher par province. Donc, le site des délégués commerciaux, on aime bien rencontrer de nouveaux clients, nouvelles entreprises et on serait ravis de prendre contact avec vous et parler des différents programmes et services avec lesquels on peut vous aider dans ces marchés. Merci, Deborah. Alors, plein de questions. Cassandra, est-ce que vous vouliez ajouter quoi que ce soit? Oui, je voulais dire, ce que Deborah vient de dire, c'est vraiment exactement ce qu'on a fait récemment. Donc, il y a eu un transfert entre le délégué local et celui aux États-Unis. Alors, les discussions étaient tellement riches, on avait l'impression qu'au moment de la transition, on avait tout ce qu'il fallait déjà en place. Ça fonctionnait très bien. Merci, Cassandra. Donc, il y a d'autres questions qui se semblent. Les gens qui cherchent des listes d'agents distributeurs à l'international, est-ce que c'est quelque chose que CAMSI ou est-ce que ce sont les SDC? Deborah, est-ce que vous voulez aborder ce sujet? Nous, généralement, on ne va pas produire une liste très, très longue d'agents, de distributeurs, donc comme un répertoire, des pages jaunes. Les contacts avec les délégués commerciaux dans le marché ciblé, ça va être des entreprises qui connaissent et pour lesquelles ils sont à l'aise vous présenter. Il y a plein de sites web, les chambres de commerce dans les marchés ciblés, différentes organisations, par exemple le World Trade Center pourrait peut-être produire de la recherche pour vous. Ensuite, on peut prendre cette liste et l'élaguer. Peut-être vous avez 4 ou 5 qui sont vraiment de bonnes ressources. Prenez-les, amenez-les donc à votre délégué local et ensuite, il pourrait vous aider. Comme Sandra a dit, on pourrait peut-être préciser cette liste et se concentrer sur quelques-unes qui vous correspondent bien à vos besoins. Cassandra, aviez-vous autre chose par rapport à accès aux agents distributeurs? On n'a définitivement pas de liste, mais on peut vous mettre en contact avec les conseils dans le pays. Ils ont probablement une meilleure idée de ce qu'on peut trouver là, mais ça ne serait pas quelque chose qu'on aurait nous-mêmes. Ça, c'est utile. Angel et vous, je suis curieuse, comment avez-vous trouvé des agents et des distributeurs? Avez-vous passé par un processus? C'était le service des délégués commerciaux aussi. En Chine, nous avons changé de distributeur. On a quelqu'un d'autre qu'on a rencontré à un salon commercial. Deuxième fois, nous avons contacté le service des délégués commerciaux
Et ils ont pu donc partager quelques contacts qui étaient bénéfiques pour nous. Donc, c'était à nous de vérifier si si on était bien aligné et si c'était des marques compétitives. Souvent, on a plusieurs marques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes, mais probablement vous ne voulez pas travailler avec elles parce qu'elles sont nouvelles dans le marché. Ça prendrait beaucoup de ressources et d'efforts. Donc, c'était la même chose. La Chine, le Japon, même chose. Ça, c'était vraiment par une introduction à Vancouver, le délégué commercial. Il y a eu des représentants qui a fait cette introduction. Donc, chez Souda, en fait, on dit nous cherchons à exporter dans ce marché. Avez-vous quelqu'un à qui on pourrait parler? Excellent, merci Angel. Et j'ajouterais que de demander d'autres entrepreneurs ou partenaires. D'avoir l'expérience directe est toujours la meilleure chose, mais nous avons des questions qui arrivent à propos des États-Unis. Évidemment, Angel, c'est là où vous êtes allé en premier. Pourquoi est-ce que c'est un si bon marché? Est-ce qu'il y a tant de demandes? Est-ce que c'est la population? Je ne sais pas si, Deborah, vous voulez parler un petit peu de cela. Je pense que beaucoup d'entreprises voient les États-Unis comme un premier marché d'exportation naturelle pour plusieurs raisons. Donc, culture d'affaires ou culture similaire, même langue, c'est transparent, il y a la règle de droit. Je dirais qu'il faut noter aussi qu'on a un accord de libre-échange avec les États-Unis, ce qui offre beaucoup d'avantages du point de vue des tarifs ou d'entrée des gens d'affaires au marché. Donc, c'est un bon point d'accès et beaucoup de protection pour les entreprises. Ceci dit, je dirais que c'est toujours un marché étranger. Vous allez quand même devoir faire de la recherche, faire en sorte que vous avez compris ou que vous avez la bonne stratégie d'entrée au marché, vous êtes prêt à l'exportation. Et sachez que les différentes régions des États-Unis, de notre point de vue, donc le service des servicios, sont des marchés complètement différents et qu'un export reconnaît différentes régions, presque comme différents pays. Parce qu'une approche au sud-est ne fonctionne peut-être pas au nord-ouest. Il y aura quand même des difficultés, mais donc il faut bien préparer le terrain. Merci, Deborah. Je pense que nous avons du temps pour une dernière question. On en a deux pour savoir à quel moment contacter ces organisations. Peut-être c'est quel moment qu'il faudrait le faire? Est-ce que c'est quand vous commencez à penser à l'exportation ou bien? Moi, je dirais que le meilleur moment, c'est bon, vous n'avez pas besoin d'être prêt à démarrer. Donc, à Quincy, il faut vraiment avoir tout ce qu'il faut pour être prêt à l'exportation. Si vous cherchez des services, des contacts, des mentors qui vous aideront à vous préparer parce qu'il y a beaucoup de travail, vous pouvez faire vraiment beaucoup faire au sein de ce réseau, alors profitez-en. Ça va vous aider à rapidement faire autre chose sans devoir tout faire tout seul. Donc, à tout moment, allez-y. Et Deborah, au nom des délégués commerciaux, nous, on travaille avec les entreprises qui sont prêtes à l'exportation. On espère que les entreprises nous contacteront après avoir commencé à travailler sur leur plan d'exportation et des recherches sur le marché ciblé. Les bureaux régionaux en particulier, on se voit comme une façon d'aider les entrepreneurs femmes à comprendre l'écosystème et s'y retrouver. On pourrait dire, voici mon entreprise et mon produit, j'aimerais commencer à exporter l'an prochain, mais il y a des lacunes, des choses qu'il faudrait que je fasse. On pourrait vous diriger vers d'autres partenaires dans cet écosystème, comme Quincy ou comme Angel a dit, TAP,
Peut-être c'est le Centre des femmes entrepreneurs dans votre province en particulier. Alors, on peut vous aider donc à repérer les différentes ressources. Donc, ainsi, de 6 à 9 mois plus tard, vous pouvez revenir et en disant bah, « Je suis prêt à aller à l'international ». Donc, on arrive à la fin. Merci beaucoup. J'espère que vous avez trouvé ce webinaire utile. Un grand merci à nos panélistes, Deborah, Cassandra et Angel, de nous avoir fait part de leurs expériences et leur expertise. Nous vous enverrons un questionnaire demain matin pour vous demander votre avis sur ce programme. Si vous avez le temps d'y répondre, ce serait apprécié. Ensuite, on parlera de la gestion des risques de votre entreprise en 2023. Il sera diffusé le 8 décembre. Alors, n'oubliez pas de noter ces dates dans votre calendrier et de vous inscrire. En attendant, si vous avez des questions, appelez-nous à 800-229-0575. Parlez à nos conseillers commerciaux à EDC. Jusqu'à la prochaine fois, profitez de reste de votre journée. Merci.